toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 116e webinaire, plus 18 webinaires Instant Coach, c'est donc le 134e webinaire Second Souffle. Et on commence tout de suite donc par les missions de Second Souffle. La première mission de Second Souffle, c'est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté, et principalement des TPE, des micro-entreprises, qui représentent 95% des entreprises en France. Notre accompagnement avec un pair entrepreneur est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Après 13 ans de recul, notre méthode de pair à pair a démontré sa capacité à accompagner personnellement et professionnellement l'entrepreneur en difficulté pour rebondir rapidement avec son entreprise ou un nouveau projet professionnel. Et puis, notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinaires, bien sûr. Nous sommes présents dans 47 villes en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Un petit rappel pour les quelques nouveaux qui sont là. Donc, sur cette plateforme, vous avez deux onglets importants. L'onglet questions pour poser vos questions et l'onglet chat pour discuter entre vous, entre nous. Merci de bien poser vos questions dans la partie questions, s'il vous plaît, sinon on va les perdre dans le chat. Et puis, si vous avez un petit problème technique, vous avez une aide à gauche, sinon vous réactualisez la page de votre navigateur, quelquefois ça marche mieux. Et puis au milieu, vous avez deux icônes, un pour mettre en plein écran et un autre pour réagir, c'est-à-dire envoyer des petits emojis. Là, je vous envoie des petits pouces et des petits cœurs. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Bruno Gatineau et pour la première fois, Sarah Bardin. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour à tous. Alors Bruno, le dernier webinaire qu'on avait fait ensemble avec David, c'était au mois de mars et on avait parlé aussi des procédures. C'était un webinaire qui devait se terminer à 15h, mais je crois qu'on a terminé à 15h30. Il y a eu tellement de questions, mais au bout d'un moment, il fallait bien couper, donc on s'est arrêté, on s'est dit, bon, on en fera un deuxième. Donc le deuxième, voilà, il arrive, c'est celui-ci. Donc en tout cas, merci encore Bruno de revenir, et puis bienvenue à Sarah. Merci. Alors Bruno, on lance la présentation. Oui, bien volontiers. Ben oui, doublement bienvenue à Sarah, puisque vous le verrez. Donc, on va reparler de ce réseau de la clinique de la crise que je vais vous présenter rapidement là en introduction, et dont nous sommes, Sarah et moi, deux des membres de ce réseau. Et je dis doublement bienvenue à Sarah parce que Sarah nous a rejoint il y a très peu de temps, et on en est très content et très fiers. Elle présentera son parcours et qui elle est ultérieurement. Le réseau de la clinique de la crise, en fait, est né. Alors, il a été fondé par David Lacombe, qui était l'autre intervenant du premier webinaire au mois de mars. Il est né d'un constat très simple, c'est qu'il existe en France des dispositifs dont on va parler, qui sont le mandat ad hoc et la conciliation, qui sont des dispositifs d'accompagnement d'entreprises en difficulté, surtout sur une dimension amiable et préventive, mais que pour autant que ces dispositifs soient efficaces et plutôt bien conçus, ils sont très peu connus et qui nécessitent peut-être un peu de sensibilisation, beaucoup d'informations et d'accompagnement pour être mis en œuvre. Et l'idée de David à la fondation du réseau, qui d'ailleurs est illustrée par nos parcours respectifs, c'est qu'en fait, il fallait trouver peut-être une nouvelle approche de ces procédures pour les dirigeants et les chefs d'entreprise et les inciter à y aller. Et le premier caractère disruptif, c'est un mot à la mode, j'adore, de notre réseau, c'est que justement, les mandataires ad hoc et les conciliateurs qui le composent ne sont pas issus du sérail traditionnel et classique des administrateurs ou mandataires judiciaires. Non pas qu'il y ait des reproches à faire à cette catégorie, mais ils sont très attachés à l'image générale de la justice commerciale et ils génèrent nécessairement et très spontanément un petit réflexe d'appréhension, alors qu'un réseau comme le nôtre, composé certes d'anciens administrateurs judiciaires ou collaborateurs, mais qui ont été chefs d'entreprise, qui ont connu les difficultés, comme ça a été mon cas, et qui aujourd'hui proposent leur aide et leur accompagnement à leurs pairs ou à leurs anciens pairs, s'ils n'en est plus chef d'entreprise, peut-être ça offrait une possibilité d'aller plus vite et plus loin dans cet accompagnement et de faire la promotion de manière très efficace de ce type de dispositif. Deuxième constat qu'on a fait, c'est qu'il y a souvent un souci de disponibilité pour ceux qui ont vécu
les administrateurs et mandataires judiciaires sont des gens très compétents au plan technique, donc ils sont très sollicités. Et parfois, ils n'ont peut-être pas la disponibilité, contraint et forcée, pour l'accompagnement du chef d'entreprise qui en a besoin, alors que nous, au contraire, on va se faire une règle de base de limiter un nombre d'interventions et d'être le plus disponible possible pour l'entreprise ou le chef d'entreprise qui a besoin de nous. Et puis ensuite, on va pratiquer, c'est un dernier aspect un peu disruptif marquant, on va pratiquer une politique tarifaire qui va être forfaitaire, alors qui est très variable. Ne me demandez pas combien coûte un mandat ad hoc ou une conciliation, parce que je peux aller d'un extrême à l'autre en fonction de différents paramètres. Par contre, il est clair que lorsqu'on s'engage, c'est sur un montant qui est clair, forfaitaire, ni plus ni moins, donc il est transparent et lisible pour le chef d'entreprise. Il est déterminé au départ et généralement le forfait constitue le maximum que la loi nous demande de fixer par convention avec l'entreprise qui nous fait confiance et qui nous demande notre désignation en tant que mandataire ad hoc ou conciliateur. Voilà. C'est cette nouvelle approche-là qui était dans l'esprit de David et qui, au mois d'août 2020, donc a été portée sur les fonds baptismaux et qui a vu la création et la naissance de la clinique de la crise. Voilà. Qui est un réseau aujourd'hui qui reste un réseau en devenir. On est 6 piliers autour de David. On couvre à peu près l'ensemble du territoire national. On a des partenaires de plus ou moins proximité, mais pratiquement partout. Aujourd'hui, moi, je coiffe le sud-est et la région lyonnaise. Il y a évidemment en Île-de-France et puis sur le nord Normandie. Et il y a de la représentation à Bordeaux aussi. Donc, on est en train petit à petit de couvrir le territoire. Et en tout cas, ça nous permet d'avoir cette offre vis-à-vis des entreprises. Le choix élargi, c'est celui d'avoir des intervenants qui ne sont pas issus que du sérail de l'administration ou du mandat judiciaire. L'expertise sectorielle, on a aussi la ressource. Si le mandataire ad hoc ou conciliateur de la clinique de la crise désigné n'est pas issu du secteur de l'entreprise, en tout cas, il a des ressources pour aller chercher des expertises des secteurs au sein du réseau. Généralement, on régionalise. Donc, l'entreprise qui souhaite que nous soyons désignés mandataire ad hoc ou conciliateur, c'est une entreprise de notre région, de notre territoire. Donc, on a de la proximité géographique avant qu'elle soit de fait et dans les têtes et dans les cœurs et dans les âmes avec nos entreprises. On est disponible. On a cette disponibilité parce qu'on s'efforce de limiter le nombre de missions que l'on prend. Les honoraires forfaitaires, j'en ai parlé. Et puis le dernier élément de notre approche, c'est que il y a un alignement naturel des intérêts dans le cadre d'une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation qui ne va pas au bout d'un accord amiable et qui ne permet pas de résoudre les problèmes. Il est possible que l'entreprise bascule en procédure collective, sauvegarde, voire redressement judiciaire. Dans ces cas-là, l'administrateur judiciaire, s'il a été désigné, il va poursuivre la mission. Nous, ça s'arrête, puisque les professions là sont réglementées, que autant le mandat ad hoc et la conciliation sont ouverts pour être désignés, autant dès l'instant où une procédure collective est ouverte, là c'est l'apanage et c'est probablement logique des administrateurs judiciaires pour la partie d'administration et mandataires judiciaires pour le reste. Voilà. Mais en tout cas, nous, on n'a vraiment aucun intérêt à ce que ça ne marche pas sur le sujet, puisque derrière, ça s'arrêtera pour nous. Voilà. Donc, on a cette volonté de faire réussir et on a été, encore une fois, chef d'entreprise ou confronté nous-mêmes à la nécessité du rebond. On le verra après dans nos témoignages là-dessus. Bien. Merci Bruno. Je t'en prie. Si vous avez des questions, merci de les poser dans la partie questions. Hein. Et puis on attaque, on présente les procédures de prévention maintenant. Alors on va peut-être, si tu le veux bien, ce qu'on avait imaginé, c'était peut-être que Sarah puisse, comme elle est nouvelle, puis moi juste derrière, peut-être se présenter, donner son parcours, dire comment finalement on en arrive là. Comment on en arrive là. Alors Sarah, à toi l'honneur. Merci beaucoup. Donc, en ce qui concerne les témoignages, donc c'est la partie un petit peu plus personnelle, un petit peu moins technique. Comment nous en sommes arrivés là avec Bruno, voilà, même si on a des parcours très différents. Donc, moi, j'ai rencontré David, en fait, David Lacombe, le fondateur du réseau, comme l'a indiqué Bruno, dans un cadre professionnel, puisque, en fait, je suis un petit peu tombée dans la marmite. À l'origine, je me destinais plutôt à l'administration judiciaire.
j'ai fait mes études en corrélation justement avec ce projet. J'ai eu un Master 2 de Dauphine en droit approfondi de l'entreprise. Après, je suis rentrée dans une étude d'administrateur judiciaire, une étude qui était à taille humaine. J'y ai passé plusieurs années et du coup, j'ai pu voir toutes sortes de dossiers de toute envergure. J'ai eu de l'amiable, du judiciaire, j'ai un petit peu eu toutes les casquettes dans cette étude puisque j'étais la collaboratrice principale. J'ai passé 6 ans. Au bout des 6 ans, j'ai eu mes petits jumeaux. Mes petits jumeaux sont arrivés beaucoup trop tôt, donc j'ai dû arrêter de travailler pendant 2 ans, ce qui, avec le recul, a probablement été une bénédiction. À l'issue de ces 2 ans, et alors que je m'apprêtais à reprendre ce travail d'administrateur judiciaire, puisque j'avais eu mon concours d'entrée, j'ai été frappée par un accident de la vie. Donc j'ai eu une très longue période de rééducation, puisque suite à cet accident, il y a eu du coma, de la paralysie, l'impossibilité de parler, de marcher, de respirer, etc. Suite à cela, du coup, j'ai adapté mon emploi du temps à la vie que je souhaitais avoir, avec toujours mes petits garçons qui à ce moment-là avaient 2 ans. Et donc aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle formule. Donc j'intègre avec joie ce réseau qui me correspond aujourd'hui parce que pour 3 raisons. Déjà, la première, c'est que cet accident de la vie a modifié le prisme au travers duquel je vois les difficultés, puisque mes priorités ont sans doute très largement été modifiées par cet accident. Ensuite, le deuxième élément, c'est que je considère qu'en fait, aujourd'hui, la prévention et les procédures amiables correspondent beaucoup mieux au marché de l'entreprise en difficulté tel qu'il existe post-Covid. C'est-à-dire que je considère qu'à l'époque où je voyais le métier au travers du prisme d'administrateur judiciaire, j'étais dans le bon rôle parce que ça correspondait au tissu économique de l'époque. Et je considère qu'aujourd'hui, le tissu économique a changé. Donc, je m'adapte aussi aux modifications des difficultés. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Et voilà, et je suis absolument ravie et ça me mène au troisième élément, pardon. Je suis ravie de pouvoir faire justement de la prévention pour une raison très simple, c'est qu'en fait, on n'a pas les contraintes du judiciaire, donc on n'a pas les audiences à répétition, on n'a pas ce genre de contraintes qui aujourd'hui ne correspondent pas du tout à la vie que moi je souhaite avoir. Donc en fait, tout le monde s'y retrouve dans ce modèle-là puisque j'ai les compétences de techniques que j'ai acquises dans mes années d'administration judiciaire. J'ai ce prisme différent avec mon accident, l'arrivée prématurée de mes enfants et la modification de mes priorités. Et évidemment, le fait que ça s'adapte à mon emploi du temps de manière très égoïste. Je dirais que ça a aussi joué dans mon choix d'aller dans cette direction. Aujourd'hui, je considère que c'est une bonne chose pour moi et pour mon environnement très proche que je puisse avoir ce genre de mission. Voilà. Merci beaucoup, Sarah. Puis comme le dit Zouré Atou dans le chat, femme courage. Hein, on pourrait même dire femme battante. Une très belle association qui existe à Lyon qui s'appelle Femmes battantes. Voilà, voilà, ce sont des témoignages qui effectivement, on change son regard hein, quand il nous arrive des choses comme ça. Et puis voilà. Puis, je veux dire moi aussi. Vous voyez, moi avant je travaillais, c'est pareil. J'ai fait différents métiers, mais depuis que maintenant je suis dans l'association Second Souffle, qui aide les autres. Ben ça fait du bien d'aider les autres et ça rend heureux enfin parce que je suis pas là pour vendre pour ce que les gens viennent claquer leur fric pour vendre des produits ou quoi que ce soit. Tout le travail que je fais c'est pour aider les autres donc c'est voilà ça. Le titre de ce webinaire c'est bien surmonter les obstacles et c'est un peu Sarah qui nous l'a inspiré d'ailleurs. Voilà, je dévoile un petit secret de préparation de tout ça. Rapidement pour ma part sur comment est-ce que j'en suis arrivé là. Alors c'est un parcours peut-être un peu plus entre guillemets classique, c'est-à-dire que je suis tombé un peu aussi dans la marmite de l'entreprise en difficulté sans trop y faire attention puisque au début des années 2010 après un parcours sans particularité, je suis arrivé à la direction d'une entreprise dont j'ai découvert qu'elle était en difficulté.
Et j'ai eu 10 ans sur un groupe de PME et plusieurs PME taille régionale, 10 ans d'expérience à la tête d'entreprises qui étaient en difficulté. J'ai moi-même expérimenté les dispositifs de mandat ad hoc, de conciliation, de procédure collective en étant dirigeant, voilà, et actionnaire minoritaire d'une des entreprises en question. Ce qui a forgé un caractère, surtout ça m'a éclairé. C'est-à-dire que c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, on ne sait pas, quand on est dirigeant d'une entreprise et qu'on n'a jamais été confronté à des difficultés, on ne sait pas quelles sont les possibilités, les outils, les méthodes, les dispositifs, les procédures qui existent, les intervenants, les spécialistes. On ne connaît pas cet univers-là. Et j'ai été plongé dedans de ce côté-là. Et quand l'aventure s'est terminée, d'ailleurs par l'homologation, on en parlera tout à l'heure, d'un protocole de conciliation assez trapu, il a été temps pour moi d'une certaine façon de tourner la page, et j'ai décidé de faire de cette expérience accumulée à la tête d'entreprise, d'en faire pourquoi pas un métier dans l'accompagnement des entreprises en difficulté. Donc j'ai démarré ça fin 2020, début 2021, et j'ai rencontré au cours de ce périple-là, j'ai croisé la route numérique par LinkedIn de David, et ça a été un peu comme un chaînon manquant en fait, le fait d'intégrer le réseau, d'en recevoir la formation, parce qu'on est en lien avec des partenaires qui nous forment un certain nombre de techniques de négociation, de gestion financière, du juridique, etc., les aspects sociaux de toutes ces procédures-là et de ces dispositifs. Donc tout ça a remis en perspective et recadré un peu tout ce que j'avais appris par expérience et un peu de manière spontanée. Voilà. Et du coup, ça m'a donné un peu le fil rouge à l'exercice de ma profession, à mes méthodes d'accompagnement. Parce que même si je ne suis pas que mandataire ad hoc et conciliateur, c'est une partie de mon activité, ce n'est pas que ça. La philosophie de ces procédures, la manière de procéder, d'appréhender un créancier, de gérer un retournement et des difficultés, ça reste la même. Les outils techniques sont forcément pas les mêmes puisqu'il n'y a pas la procédure d'ouverte, mandat ad hoc ou conciliation, mais dans l'esprit et dans la pratique, il y a beaucoup d'analogies. Donc ça m'a vraiment conforté dans la pratique. Et je dirais que ça m'a donné peut-être l'élan. Ça patine toujours quand on rebondit et qu'on cherche à repartir. On patine toujours au début. On cherche une voie, on ne sait pas si on doit garder ce qu'on a fait, s'il faut changer complètement. Bref, on patine un peu, et d'avoir rencontré la clinique de la crise, ça a permis, je pense, d'arrêter le patinage, de donner un peu de solidité à tout ça et vraiment de repartir dans quelque chose de consistant et qui le devient de plus en plus puisque le réseau s'étoffe. Sarah en étant le dernier exemple, et on l'a accueilli avec beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de respect par rapport à son parcours. Voilà. Tu disais femme courage, nous c'est du respect qu'on a pour elle, pour ce qu'elle a fait et là où elle en est aujourd'hui. Voilà, pour les petits témoignages, pour dire on surmonte les obstacles grâce aux procédures de prévention, aussi à titre individuel, grâce à elle, pour retrouver un souffle et un nouveau parcours. Très bien, merci Bruno. Tiens, puis je vous en ai parlé tout à l'heure. Si vous voulez revoir le webinaire qu'on avait fait avec David Lacombe et Bruno Gatineau au mois de mars dernier, je vous mets le lien dans le chat. Et sinon, vous pouvez le retrouver également sur le site Second Souffle ou sur notre chaîne YouTube. Alors, on va parler des préventions maintenant. Et on va laisser la parole à Sarah. Ah. Alors, allons-y. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci. Donc le premier tableau qu'on va voir fait la distinction. Donc faire la sauvegarde dans la partie bleue et après les procédures qu'on dit judiciaires dans la partie rouge. En réalité, j'aime pas trop moi cette césure puisqu'en fait naturellement j'aurais plutôt eu tendance à mettre la césure après la conciliation en laissant l'amiable à gauche et le judiciaire à droite en intégrant la sauvegarde. Sauf que en fait en regardant ce tableau, on s'aperçoit que la raison pour laquelle la sauvegarde est entrée dans la partie bleue et la césure a lieu après la sauvegarde, c'est qu'en fait on prend en considération la notion de cessation des paiements. La notion de cessation des paiements, elle est absolument primordiale, mais vraiment c'est le nerf de la guerre en matière d'entreprise en difficulté, puisqu'en fait c'est ce qui va déterminer si oui ou non on est sujet, on est éligible à une procédure amiable. Donc, si on est en cessation des paiements, ou du moins si on l'est depuis plus de 45 jours, la question ne se pose même pas
on part en procédure judiciaire, c'est-à-dire redressement judiciaire, liquidation judiciaire. Mais des formations professionnelles, je me sens obligée de dire que c'est pas la mort, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. C'est pas agréable, mais ça veut pas dire que c'est terminé. Loin de là, ce sont des outils qui fonctionnent bien. Pas aussi bien que l'amiable, parce que tout simplement, ce sont des mesures qui sont ce que j'appelle curatives et pas préventives. Donc, on arrive une fois que le patient est vraiment malade, mais ça fonctionne. Le processus fonctionne. Ça fait plusieurs décennies qu'il est utilisé. Ce sont des outils qui fonctionnent. Bon, alors revenons-en aux procédures amiables, puisqu'elles fonctionnent mieux que les autres. C'est la raison pour laquelle nous les avons choisies. Donc, la terminologie de cessation des paiements, qu'est-ce que ça veut dire? La définition pure, la définition qu'on va trouver dans le Code de commerce, c'est l'impossibilité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Voilà, c'est comme ça que c'est défini. Alors, en français, dans le texte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on est dans l'impossibilité, de manière très simpliste, on est dans l'impossibilité aujourd'hui de faire face à nos dettes exigibles. C'est-à-dire, on n'est pas en mesure de payer ses salaires, par exemple. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que l'actif disponible? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que on considère que l'actif disponible, ça va être l'actif circulant, par exemple. Les valeurs mobilières de placement, ce qu'on a sur notre compte en banque. Évidemment que ça ne va pas être l'essence de la structure, puisque, en fait, si on en vient à devoir intégralement vider l'entreprise de sa substance pour pouvoir faire face à son passif, bah, on ne rentre plus dans la terminologie. Donc, en fait, c'est dire raisonnablement qu'est-ce qu'on a comme actif à court terme, en fait, comme liquidité à court terme, c'est plus ça le terme, qui nous permettrait de faire face à nos dettes exigibles à l'instant T. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est nos salaires à la fin du mois, notre crédit à la fin du mois, notre loyer, voilà, c'est ça la terminologie. Donc, pour être éligible aux procédures amiables, il ne faut pas être en cessation des paiements ou ne pas l'être depuis plus de 45 jours si on choisit une conciliation. Voilà, c'est la raison pour laquelle ce tableau est construit de cette manière-là. On voit bien qu'il y a une différence entre les deux procédures amiables et la procédure de sauvegarde. Et de l'autre côté, les procédures judiciaires pures, où on est en cessation des paiements. Donc, là, on peut observer qu'il y a une autre différence entre le mandat ad hoc et la conciliation, c'est qu'on va considérer que les difficultés sont un petit peu plus graves en conciliation qu'en mandat ad hoc. Ça justifie que la conciliation ait une durée nettement plus restreinte, mais on y reviendra. Ça justifie qu'en conciliation, on puisse faire homologuer un accord, etc. Donc tout ça, on va le détailler dans le tableau numéro 2, mais c'était très important dans ce premier tableau de faire la distinction et d'insister sur cette définition de cessation des paiements. Et il est important aussi de souligner que dans le cadre d'une conciliation, il faut que les difficultés soient avérées, donc avérées ou prévisibles. Ce qui d'ailleurs justifie que lorsqu'on ouvre une conciliation, on doit fournir au tribunal les éléments comptables, les éléments prévisionnels, etc., justement pour pouvoir justifier de ces difficultés, parce que justement l'ordonnance de désignation du président du tribunal de commerce donne un poids au conciliateur lui permettant d'avoir un certain nombre de leviers. Voilà. Et pour pouvoir avoir ces leviers, il faut bien pouvoir justifier de certaines difficultés. Alors, j'espère que j'ai été claire sur ce tableau-là. Et si tout le monde est d'accord sur cette terminologie, on peut passer au tableau suivant qui, à mon sens, correspond mieux, voilà, à la césure telle que moi je la conçois, c'est-à-dire d'un côté la prévention et de l'autre côté ce que j'appelle le judiciaire. Voilà, donc il y a la procédure collective. La procédure collective, qu'est-ce que c'est? Ce sont les procédures qui sont publiées au BODAC. Voilà, on va le dire simplement, ce sont les procédures d'ordre public. La procédure amiable, elle est confidentielle. Et c'est en ça que j'aime beaucoup ce tableau, c'est qu'en fait, c'est ça qui fait vraiment le distinguo entre les deux, c'est la notion de confidentialité. C'est pour ça qu'on voit procédure amiable et confidentielle, procédure collective et publique, qui, à mon avis, est le distinguo le plus intéressant, parce qu'en fait, on constate que souvent, les débiteurs, donc les dirigeants, qui ont tendance à choisir la procédure amiable, le font déjà parce qu'ils arrivent à un stade où ils veulent le faire de manière préventive, ils ont connaissance donc de ces procédures préventives, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. Donc ils veulent
ils veulent commencer dès les premiers symptômes à s'intéresser aux maux et éventuellement à une éventuelle maladie. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est l'aspect confidentiel qui est assez séduisant parce qu'en fait, souvent, il y a quand même un certain nombre d'entreprises, donc ça ne représente pas la majorité des entreprises, mais il y a quand même un certain nombre d'entreprises dont l'activité repose sur la réputation aussi. Et on n'a pas envie, en tant que gérant, que nos co-contractants apprennent qu'on a des difficultés. Et en particulier nos créanciers. On n'a pas envie que tout le monde sache qu'on est malade. Je fais souvent cette analogie, mais je la trouve plutôt sensée. Et puis moi, elle me parle. Donc voilà, je fais souvent cette analogie de médicale. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je suis contente d'avoir rejoint le réseau de la clinique de la crise, parce que justement, je trouve que l'analogie est plus que présente et ça me plaît beaucoup. Donc là, on va parler plus en profondeur de ce qu'est le mandat ad hoc et la conciliation. Donc le mandat ad hoc, c'est là où c'est le moins grave, on a juste mal à la tête. Et la conciliation, c'est la procédure un petit peu plus, on va dire, pas grave, mais qui offre plus d'armes au conciliateur, qui permet une sortie plus safe, plus reconnu par les tiers, parce que en fait c'est un petit peu le corollaire de cette confidentialité, c'est qu'en fait quand on trouve un accord dans le cadre d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation, on a besoin ensuite de faire valoir cet accord, et donc on observe les limites de la confidentialité à ce moment-là. En fait, si on peut le dire à personne, ça n'a plus de sens. Donc on va y venir. Donc le mandat ad hoc, là pardon, mais je vais faire de la terminologie pure, et puis s'il y a des questions, bien sûr, on y répondra. Donc le mandat ad hoc, c'est le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire. Le tribunal judiciaire, c'est l'ancien TGI, qui est saisi par le représentant de l'entreprise. C'est important parce que ça veut dire qu'un créancier ne peut pas saisir le tribunal en question. La société, comme je le disais en première partie, donc concernant le premier tableau, ne peut pas être en état de cessation des paiements. Il ne faut pas qu'elle ait des difficultés trop graves, puisqu'en fait, sinon, il s'agit de la conciliation. Et le mandataire peut être proposé. En gros, le dirigeant peut solliciter du président du tribunal de commerce qu'il désigne un mandataire. Il peut proposer quelqu'un qui ne présente pas d'incompatibilité. Le mandataire va faire une convention d'honoraires permettant de fixer les modalités de rémunération et de définir tout cela avec une convention ratifiée par le tribunal. Donc, ce qui permet, nous, par exemple, dans notre réseau tel qu'on le présente aujourd'hui, d'avoir une idée précise et en plus ratifiée par le président du tribunal de commerce de ce que le débiteur, le dirigeant, va avoir à payer dans le cadre de la procédure. Donc, la durée est déterminée par l'ordonnance, donc il n'y a pas de limitation de durée. Donc, l'ordonnance détermine qui est le mandataire, combien de temps va durer la mission et le montant de sa rémunération, globalement. Voilà, et donc il y a une confidentialité et de la mission et éventuellement de l'accord, puisque l'accord n'est pas homologué dans cette procédure. On n'y est pas encore. On est toujours sur le tableau. Excusez-moi. Ensuite, je suis désolée, je suis un peu longue, mais c'est important d'expliquer les procédures parce qu'en fait, une fois que les procédures sont comprises, tout le reste découle beaucoup plus facilement. Ensuite, on a la conciliation. Donc, la conciliation, c'est la seconde procédure. La conciliation, comme je l'ai indiqué, elle peut être ouverte si on est en cessation des paiements, mais depuis moins de 45 jours. Voilà, il faut que les difficultés soient avérées ou prévisibles. Donc, on est dans un cas de figure un petit peu plus grave, entre guillemets, que le mandat ad hoc. Là encore, on est sur le même système. Donc, c'est-à-dire que c'est le dirigeant qui va solliciter du président du tribunal que soit désigné le conciliateur. Là encore, la mission va être fixée, mais c'est très important de le préciser, la mission est fixée pour 4 mois. Elle peut être éventuellement prorogée d'1 mois à la demande du conciliateur, mais que ce soit une demande qui soit motivée. Et on peut refaire une procédure de conciliation si on attend un délai de carence de 3 mois entre les deux procédures. Voilà. Alors, quel est l'intérêt de là, encore, question des honoraires, on est sur le même système. Hein.
Donc c'est pareil, lorsque le président du tribunal de commerce va arrêter la conciliation, il va arrêter le choix du conciliateur, sa mission, la durée de la conciliation et le montant de sa rémunération. Donc là encore, il y a de la visibilité pour le dirigeant. Donc pourquoi est-ce que cette procédure est plus intéressante et permet de faire face à des difficultés plus importantes? C'est qu'en fait, elle permet l'homologation d'un accord. Et l'homologation d'un accord, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, j'arrive avec un passif qui est très important. Mon conciliateur, quel va être son travail? Ça va être de renégocier mon état de passif. Donc, ça va être par exemple d'obtenir un échéancier avec mon créancier principal. Bon, le conciliateur a bien travaillé, j'arrive à cet accord, à la conclusion d'un échéancier. Je veux faire homologuer mon accord, c'est-à-dire qu'en fait, je veux que sous le sceau du tribunal, cet accord soit reconnu. Donc, c'est là où on voit les limites de la confidentialité. En cas d'homologation de l'accord, le jugement d'homologation est publié. En revanche, ce qui n'est pas publié, c'est le contenu de l'accord. Le contenu de l'accord reste confidentiel, mais le fait qu'il y ait eu un accord est publié. Ensuite, il y a un deuxième cas de figure où la confidentialité est un peu mise à mal. C'est en cas d'ouverture d'une procédure collective. Si par exemple on ouvre, si par exemple le tribunal veut ouvrir une procédure de redressement judiciaire, on peut lui opposer le fait qu'on est en conciliation. Si le débiteur lui-même souhaite lever cette confidentialité, il le peut également. Enfin, en cas de... Mais après, on rentre dans des questions techniques sur les co-obligés, les garants. On pourra rentrer dans le détail, mais je ne veux pas encombrer la présentation avec tout ça. Mais voilà, en gros, de manière assez simpliste, il est important de faire le distinguo entre ces deux procédures. Le fait qu'un accord puisse être homologué en conciliation alors qu'il est simplement trouvé en mandat ad hoc, que cette homologation peut faire l'objet d'une publication, le jugement d'homologation, voilà, que le contenu de l'accord reste confidentiel, donc il protège le débiteur tout le long. En fait, qu'est-ce que j'essaye d'expliquer? Ce que je veux dire, c'est que le dirigeant reste protégé. Je suis désolée, j'arrête pas de dire le débiteur, c'est une déformation professionnelle, mais le dirigeant reste protégé tout le long de la mission du conciliateur et même après, puisqu'il est protégé par cet accord qui est homologué en fait. Voilà pour moi voilà pour moi les notions importantes de ces deux procédures. Et Sarah, pourquoi la conciliation a une limite de 4 mois? Je pense que c'est pour forcer, j'étais pas là quand ils ont écrit le texte, hein, mais je pense que c'est pour forcer les créanciers à conclure un accord rapidement. Parce que justement, on sait qu'après on sort de la conciliation et que si on veut voir son accord homologué, il vaut mieux le faire dans cette durée de 4 mois. Étant précisé que d'un point de vue purement pratique, très souvent, l'accord est trouvé dans les 4 mois et le 5e mois sert à son homologation, souvent. En fait, souvent, on demande une prorogation de cette mission pour 1 mois pour homologuer l'accord. D'accord. Très bien. Tu me dis si on passe à la page moi, c'est bon. Parce qu'on va y revenir, mais c'est bon. Donc, je peux passer à la page suivante? Ah oui, tu peux. Oui. La page suivante, c'est Bruno. Voilà. En synthèse un peu de tout ce qui a été dit, revenir sur les avantages de ces deux procédures. Donc, vous l'avez compris, on reste dans un cadre amiable, donc on est entre nous, avec nos créanciers, on essaye de trouver un accord qui permette à l'entreprise de faire face à ces difficultés financières pour certaines, on verra qu'il y en a d'autres, mais pour l'essentiel, c'est de ça dont il s'agit, et donc on sort de ces procédures avec un accord qui rassure et assure la pérennité de l'entreprise. Du coup, les avantages de ces deux procédures-là, c'est la confidentialité, j'y reviens peu ou pas, puisqu'elle a été très développée, et on sait l'impact, et j'ai vu un commentaire, je crois, dans le chat qui parle notamment de l'impact de cette confidentialité lorsqu'il existe des marchés publics. Alors je dirais oui, mais pas que. C'est l'environnement, l'ensemble de l'écosystème d'une entreprise qui est préservé des informations et des conséquences d'une situation complexe quand on est en confidentialité.
Il y a une notion de souplesse aussi à ces procédures, qui n'existe pas dans le cas des procédures collectives. La souplesse, elle vient déjà de la durée et de l'articulation des procédures entre elles. C'est-à-dire que le mandat ad hoc, déjà, lui, a une durée qui est libre. La conciliation, elle est contrainte, 4+1, mais parfois, lorsque les entreprises sont de taille importante, que les sujets sont complexes, on peut boucler la conciliation, rebondir sur un mandat ad hoc pour revenir 3 mois plus tard à nouveau à la conciliation pour la terminer et l'homologuer. Donc, on a une grande souplesse dans l'articulation des dispositifs et dans les durées. Donc ça, et cette souplesse-là, on ne l'a pas dans d'autres cadres comme les procédures judiciaires ou les procédures collectives. Bon, il y a une notion d'autonomie, hein, vous l'avez compris, dans la mesure où personne ne vous impose d'entrer en mandat ad hoc en conciliation. Le dirigeant est maître de lui, de son destin et de celui de son entreprise, à tel point qu'il peut, à tout moment, sans donner de raison particulière, informer le tribunal qui met fin à la mission du conciliateur ou du mandataire ad hoc. Il a la main complètement pendant toute la durée de la procédure. Alors, bien évidemment, notre travail, vous l'avez compris, en tant que mandataire ad hoc et conciliateur, c'est d'aller au feu, de se coltiner des créanciers qui parfois ne sont pas des plus amènes pour arriver à trouver des solutions. Et on ne peut le faire que si on a le sentiment qu'on travaille en confiance avec le dirigeant qui a souhaité notre désignation. Donc oui, il a les coups des franches, ça c'est vrai, c'est statutaire, c'est écrit, mais il y a un travail, il faut qu'il écoute un peu ce que le conciliateur ou le mandataire ad hoc lui dit, qu'il suive ses recommandations parce qu'elles sont formulées dans l'idée d'obtenir un accord. Voilà, donc c'est cette autonomie-là, mais il faut bien la garder en tête. Ça n'a rien à voir avec une procédure collective, vous êtes sous administration judiciaire, là vous gardez la main complètement. Après, ce qui est intéressant aussi dans ces procédures-là, les avantages, c'est tout ce que ça amène en termes de sécurité financière au travers des délais et des suspensions d'exigibilité de créances que ça peut amener. Et plus on avance dans la nécessité de le faire, plus les textes donnent, notamment aux conciliateurs, des leviers. Le premier levier, il est d'usage, c'est-à-dire quand un conciliateur démarre, très concrètement, comment ça se passe, après avoir expliqué aux dirigeants et généralement en présence de l'avocat conseil qui est sollicité dans ces cas-là, comment va se passer la conciliation qui vient d'être ouverte ou le mandat ad hoc, tout de suite, sa première action, c'est d'aller solliciter auprès des créanciers appelés à la procédure une suspension des poursuites s'il y en a eu et de l'exigibilité des créances s'il y en a. Par exemple, il est d'usage de demander à un banquier avec qui on va négocier une restructuration, de dire écoute, s'il te plaît, pendant la période de la conciliation, est-ce que tu peux suspendre les prélèvements? Ça fera souffler un peu l'entreprise. La réponse, généralement, dans la plupart des cas, c'est OK. Ne sont prélevés à ce moment-là que les intérêts. Les échéances en capital font l'objet de ce qu'on appelle un gel ou un standstill, puisqu'il faut qu'on emploie des mots compliqués pour que ça fasse intelligent. Donc, du coup, c'est comme ça. Et généralement, l'usage le permet. Par contre, on peut tomber sur des créanciers qui se montrent rétifs à ça. Et pendant le cours et avant même qu'ils ne déclenchent des mises en demeure ou des poursuites particulières, on peut solliciter le juge pour que celui-ci, pendant la conciliation, impose en fait aux créanciers cette suspension pour les créances non échues. Ils disent écoute, dans la limite de la durée de la conciliation, moi j'ai entendu ce que le débiteur m'a dit, s'il te plaît, déclenche pas de mise en demeure, mais moi, juge, je te demande d'arrêter de prélever parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde dans la conclusion de l'accord. Et puis, il y a un troisième degré, on a l'usage qui permet les suspensions, on a cette suspension pendant la procédure limitée à la durée de la procédure pour toute créance non échue, puis on peut, sur les créances échues ou lorsqu'il faut un peu contraindre un créancier à un accord, on peut obtenir ce qu'on appelle un délai de grâce. Alors, on fait référence un article du Code civil, ok, très bien, vous irez le lire, c'est le 1343-5, il n'est pas très long celui-là. Mais en fait, le juge va entendre le débiteur, l'entreprise et son créancier, et il va généralement accorder ce qu'on appelle des délais de grâce qui peuvent aller jusqu'à 24 mois pour dire et obliger, contraindre le créancier qui pourra pas revenir sur la décision du juge d'accorder ce délai de paiement. Concrètement, quand est-ce qu'on fait appel à ça ? Souvent, c'est lorsque
on a en face de nous, pour un mandat ad hoc ou une conciliation, alors en l'occurrence une conciliation, une banque, les créanciers sociaux fiscaux, l'URSSAF, le fisc, 2 ou 3 fournisseurs stratégiques peut-être, et puis que la plupart sont OK, mais j'en ai un qui casse un peu les pieds à tout le monde. Voilà. Qui fait son fier et qui dit non, moi, fournisseur, je ne veux pas entendre parler de ça, débrouillez avec vos banques et avec l'URSSAF, mais moi, je ne veux pas. À ce moment-là, pour ne pas mettre en péril un accord qui pourrait permettre à l'entreprise de retrouver de la santé et puis se sauver tout simplement, à ce moment-là, on va solliciter le juge pour qu'il serre la vis, qu'il dise écoute, tout le monde veut y aller, toi tu veux pas, voilà, eh ben, t'es bon pour 2 ans, contrat est forcé et t'as pas trop le droit. Donc ça, cette notion de délai et de capacité à obtenir les délais, c'est l'avantage premier de ces procédures et ça fait beaucoup. Bon, et puis il y a le dernier sujet qui tourne autour de la notion de sécurité, en fait, pour tous ceux qui, de manière un peu triviale, mettent la main à la poche pendant la procédure et pendant la conciliation. Alors, attention, ce que je vais dire ne s'applique pas à de l'apport de cash sous forme, par exemple, d'augmentation de capital par un actionnaire. Là, s'il amène du cash, c'est terminé. Par contre, si au cours de la procédure, des créanciers accordent des créances nouvelles ou bien quelqu'un accepte un complément de financement en disant mais tiens, ok, un associé amène du compte courant. Il dit ok, je remets de la trésorerie, mais c'est une dette. D'accord, je te remets 30 000 €, mais ça va être une dette. Il y aura un privilège de new money qui va s'appliquer là-dessus si par hasard les affaires ne tournent pas comme il faudrait le faire. Voilà. Toute dette nouvelle générée pendant la procédure de conciliation, un délai accordé pour payer quelque chose alors que ça n'était pas envisagé par un fournisseur, etc. Tout ça est sécurisé par ce qu'on appelle le privilège de new money. Et ça, c'est une notion de sécurité encore plus forte, bien entendu, et qui n'est applicable que si la conciliation fait l'objet d'une homologation dont parlait Sarah tout à l'heure. L'autre sécurité, elle est également sur le fait que si accord il y a qu'il est constaté ou homologué, tous les co-obligés de l'entreprise du débiteur sont aussi protégés. C'est-à-dire que si pendant l'exécution de l'accord de conciliation, il ne peut pas y avoir de poursuite à l'encontre de l'entreprise, il ne peut pas y en avoir non plus à l'encontre des cautions. On ne peut pas aller réclamer ce qui est dû à une caution sous prétexte qu'il y a un accord de conciliation et que le débiteur, du coup, ne paye pas ou paye avec un délai supplémentaire accordé. Donc, c'est très sécurisant pour ceux qui sont autour de la table et qui signent l'accord que de voir ce dispositif notamment homologué. Pour la petite histoire, une homologation, j'en ai vécu une. On s'en remet, hein, mais c'est assez impressionnant au départ. En fait, on se retrouve devant une chambre d'un tribunal. On vient avec son conciliateur quand on est dirigeant, un représentant du personnel. C'est une petite précision. Lorsque vous sollicitez l'homologation d'un accord, vous devez à ce moment-là informer, si vous en avez un CSE ou un représentant du personnel. Voilà. Ce qui lui fait la confidentialité interne, qui est un exercice, parfois un peu complexe, mais au final très bénéfique. Donc, vous vous retrouvez avec votre conciliateur et votre représentant du personnel devant le procureur de la République d'un côté, les juges en face et le greffier du tribunal, et il faut argumenter pour faire homologuer votre accord. C'est assez spécial, mais quand on l'a fait, on est content de l'avoir fait, et je vous garantis que finalement l'exercice est très constructif. Voilà, souplesse, autonomie, des délais, de la sécurité, c'est des procédures qui ont de multiples avantages pour l'entreprise qui n'est pas en bonne situation ou qui pourrait être dans une situation assez grave. Bien. Il nous reste un quart d'heure, hein, parce qu'après, Sarah a un tournoi de pétanque, je crois. Et toi, tu fais, je sais plus ce que tu fais après, tu vas à la pêche ou je sais plus. On va essayer de se... Est-ce qu'on vous pose des questions maintenant ou on répond comme vous voulez, comme tu veux, Bruno? Bon. On ne fait pas la partie sur l'éligibilité. Je peux la faire très brièvement. Bon, alors on continue. Bon, je suis désolée, mais très très rapidement déjà, je rebondis à l'intervention de Bruno. C'est très intéressant puisqu'en fait on voit que on voit dans la dimension psychologique en fait du créancier ou de l'associé ou peu importe, on voit que en fait ce sont des procédures qui ont été créées pour justement faciliter le dialogue avec le créancier
homologuer l'accord, le pousser vers un accord, vers un échéancier, empêcher justement cette étape de cessation des paiements, on voit que d'un point de vue psychologique aussi, on pousse les propres associés de la structure à remettre au pot. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez une société qui n'est pas bien portante et que vous en êtes associé naturellement et on ne peut pas vous en faire grief, vous n'avez pas envie de remettre des sous dedans parce que vous savez que si l'issue est défavorable, vous allez perdre un petit peu plus que ce que vous avez déjà mis à l'origine. Bon, là, tout est mis en œuvre pour justement vous pousser à remettre au pot, pousser le créancier à négocier. Enfin, voilà, ce sont des procédures, c'est franco-français et on peut être assez fiers de notre système. Ce sont des procédures efficaces et justement parce que d'un point de vue psychologique, elles sécurisent tout le monde. Et Bruno l'a très bien dit, ce sont des procédures qui sécurisent. Voilà, maintenant je suis très brève sur le reste, j'avais promis d'être très brève. On va passer le slide sur les pourcentages de réussite finalement parce que en fait, on constate, et c'est le seul chiffre qui est important dans ce slide, que les procédures amiables ont 75% de réussite. Je crois que tout est dit, qu'on n'a pas besoin de faire la répartition des tranches, etc. 75% de réussite, ça veut dire ce que ça veut dire. Le chiffre indique par lui-même que ce sont de bonnes procédures efficaces. Si on vous en avait pas, si on vous en avait pas persuadé, le chiffre devrait nous aider. Et ensuite, la dernière question, c'est qui est éligible? Qui, quand, comment, pourquoi? Alors, j'ai regardé dans les questions. En fait, tout le monde est éligible. En fait, à partir du moment... En fait, il n'y a pas de question de taille. Il n'y a pas de question d'activité. La micro-entreprise est éligible. La profession libérale est éligible. Tout le monde est éligible. Après, selon des modalités différentes et une technique un peu différente, mais ça, après, je dirais que c'est de la tambouille d'ordre technique. Ça va au-delà des notions qui doivent être juste comprises. À partir de quel moment on est éligible? Alors, il y a deux types de difficultés. Il y a les difficultés d'ordre économique et financière. Donc ça, c'est le slide suivant où, en fait, Bruno vous a listé de manière très exhaustive, je trouve, les signaux d'alerte, en fait, qui devraient vous interroger. Voilà. Donc, je ne vais pas vous lire le slide parce qu'on va perdre du temps et a priori, vous pouvez le lire sans moi. Et puis, il y a un deuxième type, pour moi, de signaux qui doivent alerter et c'est absolument primordial. Et ce sont les difficultés d'ordre, je dirais, plus des difficultés humaines presque. Donc, les conflits entre actionnaires, les conflits entre bailleurs et locataires, les processus de cession bloqués, internes ou externes. Voilà, en fait, donc ces procédures de conciliation concernent tout le monde, puisqu'elles concernent à la fois les sociétés, les entreprises qui connaissent des difficultés d'ordre économique. Et là, le rôle du mandataire ou du conciliateur, ça va être de réaménager votre passif, de vous accompagner pour un échelonnement, pour repousser cette date de cessation des paiements, pour pousser au réinvestissement justement et bénéficier de la new money, etc. Et puis, il va y avoir un deuxième volet qui va être un volet, je dirais, plus d'accompagnement humain, des difficultés entre actionnaires, parce que parfois, les situations de blocage peuvent se débloquer rapidement si on met un juge de paix dans le dialogue. Et on n'a pas envie, quand on est chef d'entreprise, on n'a pas envie de confier le devenir de sa vie professionnelle à un magistrat qui va juger cette affaire au milieu de centaines d'autres. Et c'est en ça que le mandataire ad hoc ou le conciliateur peut être une bonne option, c'est qu'en fait, il est là pour vous accompagner dans vos démarches, il est là pour se positionner en tant que juge de paix avec soit votre associé, soit votre créancier, peu importe la personne avec qui il y a une situation de blocage. En fait, il est là pour débloquer la situation de blocage, quelle qu'elle soit. Le bailleur, le créancier, le co-contractant classique, l'associé, peu importe, en fait, il est là pour vous aider. Si je devais refaire une analogie avec la vie civile, j'aime bien les analogies avec la vie civile, je vous dirais que c'est l'histoire du divorce. En fait, quand on divorce, on n'a pas envie d'avoir un juge qui vient dans la discussion avec son ex-femme ou son ex-mari pour une raison très simple, c'est qu'en fait, ça va pousser à une espèce de politique de la terre brûlée où tout le monde va essayer de faire valoir ses arguments. Et souvent, ce qui arrive, sans vouloir faire de généralité, c'est qu'on déconstruit ce qu'on a construit pour pouvoir avoir raison, pour pouvoir tirer gain de cause. Et l'avantage de ces procédures amiables, c'est que justement, comme on n'est pas dans des procédures contentieuses, comme on n'agite pas les drapeaux rouges, on n'a pas à faire valoir ce genre d'arguments.
et on n'est pas dans la déconstruction. Voilà. Donc, on essaye de trouver des issues un petit peu plus favorables à des sorties par le haut, on va dire. Voilà. Très bien, merci. Je voudrais juste peut-être rebondir là sur notamment l'image qui est présente là sur les signes de difficulté en lien avec une question qui nous est posée par, je voudrais pas écorcher son prénom, par Mercia, qui nous demande comment les nouvelles entreprises peuvent se renseigner et bénéficier des conseils et des suivis avant d'arriver. En clair, comment est-ce qu'on peut prévenir avant de guérir? Je pense que déjà, il faut observer les éléments qui sont là et il y a une notion clé, c'est l'anticipation, vraiment, vraiment ne pas attendre. Quand un de ces paramètres-là commence à donner des signes de faiblesse, et vous avez autour de vous, si vous êtes une entreprise, vous avez forcément autour de vous soit un avocat de conseil, soit un professionnel du chiffre qui est un expert comptable, à qui vous pouvez demander des points plus réguliers qu'une seule fois par an pour vous produire un bilan. Il sait faire aussi, vous accompagner là, et vous-même, vous constituez votre petite base de données sur ces indicateurs-là. Quand ça commence à dériver sur l'un de ceux-là, et plus on descend dans la lecture, d'ailleurs, plus ça devient chaud, hein. Vous l'avez remarqué, plus on s'approche de la vraie difficulté qui peut nous contraindre à même ne plus être en mesure d'ouvrir un mandat ad hoc ou une conciliation. Donc, il faut être très vigilant sur un certain nombre de ces signaux, y compris ceux dont Sarah parlait, qui sont des signaux de blocage dans les discussions avec un associé ou avec un fournisseur, ou voilà, des situations tendues, même en interne. Tout ça, faut le prendre en compte, et surtout, par pitié, n'attendez pas. Souvent, on est alerté, nous, c'est déjà un poil tard. Alors techniquement, on n'est pas en état de cessation des paiements, etc., depuis peu, donc on ouvre les procédures, mais on a moins de marge de manœuvre derrière pour négocier, et surtout moins de temps. Et ça, il y a une question d'ailleurs juste en dessous de Delphine, voilà, on se comprend, William, qui demande une telle procédure peut durer combien de temps? Alors, dès qu'on est contacté, il faut savoir qu'on doit être extrêmement réactif. Parce que justement, quand on vient vers nous en tant que mandataire ad hoc et conciliateur, c'est que il n'y a pas de temps à perdre, puisque soit on n'est pas en état de cessation des paiements, mais on risque de l'être, soit on l'est depuis moins de 45 jours dans le cas d'une conciliation, mais il ne faut pas qu'on aille au-delà des 45 jours avant d'ouvrir la procédure. Donc, il y a de la tonicité à mettre là-dedans. Donc, quand on est contacté, le temps de faire connaissance avec l'entreprise, de proposer une convention d'honoraires acceptée, que l'avocat conseil rédige une requête, il doit se passer 15 jours. Allez, si le dossier est important, jusqu'à un mois, mais si le dossier est de taille classique ou moyenne, en 15 jours, la requête est sur le bureau du président du tribunal, et ensuite on ouvre la procédure pour la durée prévue. Donc, 4 à 5 mois en conciliation, 3 à 6 mois en mandat ad hoc, selon les cas et ce qu'il est nécessaire de faire, le nombre de créanciers avec qui il faut discuter, la complexité de la situation. Et donc, généralement, je dirais qu'en 5-6 mois, on s'en sort, on obtient un accord ou pas, et on bascule si on l'obtient pas. Mais comme vous l'avez vu, dans 75% des cas, on arrive à formaliser un accord quand on est en procédure amiable. Donc, entre la prise de contact et l'issue, comptez 5-6 mois avec les travaux préparatifs et les durées légales dans un cas ou volontaire et libre dans l'autre. Voilà. Très bien. Il reste, non, il n'y a plus de slide, hein? Il y en avait un derrière, mais sinon, on l'a déjà évoqué. Ouais, je l'ai pas attendu et C'est les notions de blocage et de signaux qui ne sont pas que des signaux financiers qui doivent nous amener à engager ces procédures-là. Bon, de toute façon, cette présentation, vous pourrez la télécharger, hein. Voilà. Il y a encore une question de Delphine. Est-ce que ça veut dire que le mandat ad hoc est plus souple que la conciliation? Oui, ne serait-ce que par sa durée, déjà, avant toute chose. Ensuite, parce que les difficultés ne sont pas avérées ou prévisibles. Donc, en fait, même juste parce qu'on voit le vent tourner, on sent le vent tourner et qu'on n'a pas nécessairement de signaux de gravité tels qu'on pouvait les présenter. En fait, tout le monde est éligible au mandat ad hoc. Voilà. Après, qu'est-ce que permet le mandat ad hoc? Il permet d'avoir une ordonnance qui désigne un mandataire et qui offre une légitimité au mandataire pour aller renégocier justement
les créances pour justement débloquer des situations internes ou externes. Et il n'est pas limité dans le temps, donc il peut vous accompagner. Voilà, l'ordonnance, elle va limiter la durée. Elle va limiter la durée, la rémunération, elle va déterminer qui est le mandataire, etc. Mais oui, il y a plus de souplesse. Il y a plus de souplesse. Je ne sais pas si vous avez lu ce qu'avait écrit Katia dans le chat. En cas de présence de dette fiscale et sociale, la commission des chefs des services. Ah oui, la CCSF. Ah oui, c'est pour ça. D'accord. Oui. Je sais pas, tu peux nous remettre ça dans ce commentaire du chat, s'il te plaît, William? Tu le mets, tu cliques sur chat. Oui, mon image est bloquée sur. Je n'arrive plus à accéder au menu du bas là. Ah, rafraîchis ton navigateur, parce que je peux pas là, je peux rien faire pour toi. Que vous avez... Ah oui, il est parti. Voilà. Bon, il va revenir. Oui, peut-être un mot, Katia, sur la CCSF, dont nous parle Katia. Pardon, vous voulez que j'aille un petit peu plus en profondeur sur ce que dit Katia? Oui, je sais pas ce que je suis en train de lire en même temps, mais non, il n'y a pas de vraiment de questions. Elle a raison dans sa présentation. On peut demander un moratoire à la CCSF. Donc, la CCSF est effectivement présente dans chaque département et les conciliateurs ont l'habitude, j'ai les conciliateurs, mais les mandataires, ont l'habitude justement d'avoir un dialogue privilégié, c'est tout à fait vrai, avec les acteurs de la CCSF du département, permettant un moratoire jusqu'à 36 mois. Et d'une manière générale, c'est peut-être d'ailleurs par là que le conciliateur commence, puisque les dettes publiques, fiscales et sociales représentent souvent une grosse partie, sans vouloir faire de généralité, du passif des structures en difficulté. Tout à fait. Il y a Linda aussi qui répond à la question de Mercia. Il y a aussi le correspondant. Oui, c'est vrai, les correspondants TPE de la Banque de France. Parfaitement. En fait, là où en fait, il y a effectivement tout un tas d'acteurs avec lesquels on peut négocier des moratoires et justement échelonner les dettes. Simplement, ce qui est vrai, c'est... Ah, bon, bah, si tout le monde s'en va. Alors, je sais pas. Je disais, c'est que l'ordonnance du président du tribunal de commerce offre une légitimité justement aux conciliateurs et aux mandataires ou aux mandataires pour aller dialoguer avec ces différents acteurs avec lesquels il va être enclin à trouver une solution probablement plus rapidement que le dirigeant lui-même, pour une raison très simple, c'est que le dirigeant, comme il est dans sa structure et qu'il s'agit de sa structure, souvent il a tendance à un petit peu rendre le débat passionné. Et donc l'intervention de ce tiers qu'est le conciliateur ou le mandataire avec justement cette ordonnance qui lui offre la légitimité d'aller négocier pour le compte de la société, donne un regard très différent justement dans le cadre de ces négociations aux créanciers. Et puis il y a Second Souffle aussi. Hein. Je sais que Bruno, moi il est parti, mais je sais pas pourquoi il revient pas. Bruno, on lui a déjà envoyé quelques dossiers dans le sud de la France là, donc voilà. Si vous contactez Second Souffle, on pourra aussi nous vous dire rapidement si il vaut mieux aller en conciliation, en mandat ad hoc, et vous diriger vers la clinique de la crise, évidemment. Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup, Sarah. Je ne vois toujours pas de Bruno. Bon. Et puis, on en profite. Enfin, moi, je vais en profiter. Ah, le voilà. Ça y est, je suis revenu. Pardon et mille excuses. Non, mais comme ça nous a laissé un petit peu de temps pour dire plein de mal de toi. C'est ce que, mais j'entendais tout, hein. J'étais plus là, mais j'entendais quand même. Oh, pardon. Je ne sais pas ce que ça a trafiqué, mais voilà. Bon. Oui, je sais pas, tu veux peut-être dire un mot de notre entente entre Second Souffle et la clinique. Bien volontiers. En fait, ça s'est fait à l'issue du premier webinaire. Et ça s'est fait dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, j'avais accompagné une entreprise qui avait besoin d'une aide que je ne pouvais plus lui apporter. Et donc, je l'ai mise entre les pattes de Second Souffle. Et ça lui a fait du bien. Elle a apporté du second souffle. Et à l'inverse, effectivement, il y a une entreprise qui avait contacté Second Souffle et qui était éligible à une procédure de conciliation qui a été ouverte
dans la foulée. Et Second Souffle est toujours aux côtés de l'entreprise et m'épaule moi aussi dans les discussions et dans l'élaboration d'un certain nombre de travaux nécessaires à proposer l'accord aux créanciers. Voilà. Donc, je confirme que Second Souffle est un acteur de terrain et bien présent. Très bien. Alors, bah oui, comme dit Delphine, en gros, il ne faut pas attendre que le problème devienne insoluble pour y remédier. Bah oui, de toute façon, c'est ce qu'on constate nous aussi chez Second Souffle. Hein. Plus tôt vous nous contactez, plus tôt vous appelez à l'aide, je veux dire ça comme ça, plus vous avez de chances de surmonter l'obstacle. Voilà, les obstacles. La semaine prochaine, on change tout autre sujet. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un webinaire Instant Coach. Donc, on s'en refait un. Non pas la semaine prochaine, non, la semaine prochaine, il n'y a pas de webinaire, mais dans 15 jours, le 17 novembre, avec Audrey. Donc, ça sera l'Instant Coach numéro 19. Et comme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de webinaire Instant Coach, eh bien, on en refera un la semaine suivante. Voilà, avec une nouvelle coach qui s'appelle Natalia. Pourquoi certaines entreprises échouent et d'autres réussissent, hein, vaste question. Et puis Audrey, elle, c'est pour nous parler de sa marque, le personal branding, hein, le bénéfice du marketing de soi. On verra que c'est important de savoir se vendre, comme on dit. Il faut les entreprises font de la pub pour parler de leur marque. Ben, nous, entrepreneurs, on doit faire pareil pour parler de soi. Voilà. Donc, c'est Audrey qui nous présentera ça dans 15 jours. Voilà. Et donc, comme d'habitude, à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé vers le site Second Souffle. Vous verrez ces magnifiques visuels. Il n'y aura plus qu'à cliquer dessus pour vous inscrire. Et puis comme d'habitude, vers 16h, 16h30, vous recevrez un petit mail pour vous dire que le replay est disponible et vous pourrez également télécharger la présentation de Sarah et de Bruno. Merci à vous deux, en tout cas. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne partie de pétanque. Donc, et puis moi, je vais continuer à travailler. Ça va me faire. À très bientôt. Merci encore, Sarah et Bruno. Et je ne vous dis pas la semaine prochaine, moi, cher public, mais je vous dis dans 15 jours. Voilà. Bon week-end. Allez, bonne suite à tout le monde. Au revoir. À bientôt, Sarah. Au revoir, à bientôt.